Je vous parle aujourd'hui d'un colloque qui s'est déroulé du 11 au 14 janvier 2010, intitulé Représentation, images et imaginaire de la santé. Ce compte-rendu, je vais vous le présenter en 3 points. Le chapitre 1 parlera de la rationalité et de l'imaginaire. Le chapitre 2 parlera des limites de la médecine naturaliste. Et le chapitre 3 de l'imaginaire en action. L'objectif de ce colloque était bien sûr de réfléchir sur l'imaginaire médical. Mais quand on aborde cette notion, il faut tout de suite considérer 2 points. Le premier, c'est que l'imaginaire accompagne la description objective des maladies somatiques et psychiques. Et deuxième point, il faut porter attention à la manière dont les personnes malades se représentent leur état. Cette réflexion se doit donc de prendre en compte la diversité culturelle des pratiques médicales. Toutes les interventions ont développé non seulement une approche anthropologique de la médecine contemporaine, mais aussi une prise en compte des médecines alternatives. Ainsi, on peut introduire le thème de l'imaginaire médical à partir de 3 remarques. Première remarque. La médecine occidentale contemporaine prétend s'appuyer sur une rationalité dite scientifique, dans la mesure où elle prétend trouver sa justification et sa validité dans les sciences expérimentales. On appelle souvent ce genre de médecine la médecine naturaliste, dans la mesure où il s'agit d'expliquer les phénomènes, les maladies, à partir des lois de la nature. Mais cette conception de la médecine soulève 2 questions. Les recherches scientifiques sont-elles vraiment exemptes, elles-mêmes, de processus imaginaires ? Les connaissances scientifiques sont-elles vraiment des connaissances certaines ? Ou alors doit-on plutôt les considérer comme des connaissances en devenir qui se construisent et qui s'améliorent et qui évoluent ? Deuxième remarque. C'est en rapport avec cette volonté de vouloir réduire chaque pathologie à des données chiffrées. L'une des formes de cette prétention repose sur ce qu'on appelle EBM, Evidence Based Medicine. C'est en somme une big data quelque part, c'est un recueil de connaissances factuelles présentées sous la forme de statistiques. Alors, cette attitude semble réductionniste en effet. Est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre du rôle fondamental de la médecine ? En effet, dans cette optique, la plainte du malade n'est plus prise en compte. On s'intéresse simplement aux faits, sans considérer l'esprit, la conscience, les émotions, la souffrance des patients ou du patient. Dès lors, est-il possible, ou alors comment il faudrait concilier la représentation objective de la maladie et la représentation personnelle d'être malade ? On arrive maintenant sur la 3e remarque. Et oui, malgré le succès de la médecine scientifique, qui repose sur ce qu'on appelle parfois le modèle biomédical, certains penseurs ont montré, je cite, qu'on peut obtenir des guérisons rien que par des moyens psychiques, et cela même dans des cas où l'admirable machinerie de la médecine universitaire a échoué. Cette citation provient d'un livre de Stefan Zweig qui s'intitule « La guérison par l'esprit ». On retrouve ce passage dans l'introduction. Donc, entreprendre une réflexion sur l'imaginaire médical, c'est aussi du même coup s'intéresser au pouvoir de l'esprit, ou peut-être encore plus, au pouvoir du symbolisme, comme on le verra par la suite. En ce sens, on comprend l'urgence de réfléchir sur l'imaginaire médical. Ces 3 points introductifs nous conduisent à une question fondamentale. Je laisse encore la parole à Stefan Zweig dans La guérison par l'esprit. Il nous dit qu'il y a une spécialisation très forte dans le domaine médical. Et puis, d'autre part, il y a une prédominance des généralisations sur le diagnostic individuel. Ces 2 points, est-ce que ça n'a pas conduit à transformer peu à peu l'art médical, qui à l'origine était destiné à servir les hommes, en une science étrangère à l'humanité et n'ayant pour but qu'elle-même ? L'enjeu est donc primordial. Il s'agit de savoir si l'on peut concilier le fait que la médecine
se veut de plus en plus scientifique est le fait que la finalité première de la médecine est de soigner des êtres humains. Chapitre 1. La rationalité et l'imaginaire. On a tendance à opposer l'imaginaire et la rationalité. Historiquement, la notion d'imagination a été considérée sous deux aspects. Soit on la considérait comme une faculté transcendante, associée à l'inspiration divine, soit on la considérait comme le résultat d'une passion de l'âme, qui se réalise sous la forme de désir ou de délire. Dans les deux cas, l'imagination était toujours conçue comme un obstacle au processus de rationalisation. Elle était en totale opposition à la raison. Et cela même lorsqu'elle était investie d'une valeur, comme dans l'inspiration divine ou comme le principe de création dans la philosophie de Kant. Jérôme Gaufret, lors de son intervention, nous rappelle qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour que se développe l'idée d'une rationalité de l'imaginaire. À partir de ce moment, l'imagination n'est plus seulement conçue comme un espace chaotique. On lui reconnaît aussi une puissance qui coexiste avec la raison. Elle devient même l'un des éléments moteurs de la découverte scientifique, et donc de la rationalité. Certains épistémologues, comme Karl Popper, ou des scientifiques comme Albert Einstein, ont rappelé combien est importante la fonction de l'imagination dans la recherche scientifique, dans la création scientifique. Par exemple, dans l'ouvrage L'évolution des idées en physique d'Einstein et Infeld, il nous rappelle que les principes théoriques de la physique reposent sur des idées que l'on ne peut pas concevoir sans appel à l'imagination, sans s'appuyer sur des expériences de pensée. Ces principes de physique, parfois, n'ont pas d'équivalent dans la réalité physique. Si on prend par exemple le principe d'inertie, le fait qu'un objet n'est pas dévié de sa trajectoire si aucune force ne s'exerce, rien ne bouge, ni sa vitesse, ni sa trajectoire, c'est contraire à tout ce qu'on constate dans l'expérience, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on expérimente. Ces principes n'ont pas d'équivalent dans la réalité physique. Seule l'imagination peut expliquer la possibilité de formuler un principe comme le principe d'inertie. Donc, l'objectivité de la connaissance ne provient pas d'une justification par l'expérience ou par la raison, sans quoi la mécanique elle-même n'aurait plus le statut de connaissance objective. Comme nous le rappelle Popper, l'objectivité s'appuie sur ce qu'on appelle le rationalisme critique. Une connaissance n'est objective que si elle était soumise à la critique. Et il est indifférent que la connaissance soit le résultat de l'imagination, des sens ou de la raison. Il en est de même de la critique, qui peut être expérimentale, ou alors seulement intellectuelle, c'est-à-dire en faisant appel à la raison ou à l'imagination. Ainsi, l'imagination n'est donc plus exclue de la rationalité scientifique. Elle en est un des constituants essentiels. La médecine moderne repose, bien entendu, sur des connaissances scientifiques. Mais la médecine, elle est au carrefour de l'art et des sciences. Parce que c'est aussi une activité qui vise à soigner les êtres humains. Il n'y a pas seulement une visée épistémologique. La recherche de connaissances en médecine n'est jamais désintéressée. Elle est toujours conditionnée par la volonté de guérir ou de stabiliser l'état de santé d'un être humain. Alors souvent, on a l'impression que les connaissances scientifiques sont des évidences, mais il faut se prémunir contre cette idée de la science. Les connaissances scientifiques s'inscrivent dans un processus. Et il arrive qu'avec le temps, certaines connaissances soient par la suite démontrées fausses. Ainsi, les doutes et les incertitudes sont constitutifs des connaissances scientifiques, sur lesquelles les pratiques médicales peuvent s'appuyer. Mais alors, quelle attitude la personne soignante, le médecin, doit-elle adopter face à ses patients ? En effet, le patient qui vient voir le médecin, il est légitimement en attente de certitude. Le malade veut que l'on identifie son mal, ses maux, et qu'on lui prescrive le remède correspondant. Et le scepticisme du soignant, le doute
qui peut transparaître dans les paroles du médecin, ça peut perturber fortement le patient, le malade. Dès lors, alors, comment peut-on faire pour concilier les attentes des patients, en attente de certitude, et la pratique médicale qui, elle, ne repose jamais sur des certitudes? Nous allons voir qu'il semble nécessaire de décliner la rationalité de l'imaginaire selon d'autres modalités pour tenter cette réconciliation. Nous venons parler de l'imaginaire et de l'objectivité, et l'intervention de Philippe Pierron, elle, envisage l'imaginaire sous le point de vue de la subjectivité. Son intervention a permis justement de réinterroger cette dévalorisation épistémologique de l'image en l'examinant sous un autre angle que celui de l'objectivité. On peut en effet se demander s'il n'y aurait pas une vérité subjective de l'image. Prenons l'exemple d'un malade. L'image est une façon pour lui de se figurer sa maladie. Et il serait abusif de penser que cette image est totalement irrationnelle. Bien sûr, elle peut se présenter sous différentes formes. Les griffes aiguës de la maladie suscitent au cœur de l'homme les sentiments les plus opposés. Crainte, confiance, espérance, résignation, malédiction, humilité et désespoir. La maladie pousse le malade à questionner, à penser et à prier, à lever dans le vide son regard épouvanté. C'est ce que nous rappelle Stefan Zweig. Or, cet aspect, cette subjectivité, n'est pas toujours prise en compte par les médecines naturalistes. Comment faire pour concilier la représentation objective d'une maladie et l'image personnelle qui résulte du fait d'être malade, en son être, en son corps? On peut faire un petit rappel d'un aphorisme de Pascal qui montrait toute l'ambiguïté de l'imagination. Pour lui, Pascal, l'imagination, on peut la qualifier de maîtresse d'erreur et de fausseté. Mais il souligne et il rappelle aussitôt qu'elle est d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. C'est le fragment 82. Que nous dit cet aphorisme ? Eh bien, il nous signale que l'imagination est souvent un obstacle à la vérité. Elle peut être un masque qui voile. Mais parfois, elle peut aussi en être le révélateur. En ce sens, il semble intéressant de se pencher sur l'imaginaire, car tout être qui souffre cherche à découvrir le sens de sa souffrance, comme nous le rappelle Stefan Zweig. Et la recherche ou la reconstitution de ce sens, ou de la construction de ce sens, semble devenir effective par l'intermédiaire de l'imagination. C'est grâce à l'imagination qu'on peut donner un sens. On peut préciser ce rôle essentiel de l'imagination pour donner du sens en montrant que cette faculté permet aussi d'explorer le champ des possibles. Cette idée a été développée par Paul Ricoeur. Il faut aller lire cet ouvrage, L'idéologie et l'utopie de Paul Ricoeur, où il définit l'imagination comme la fonction des possibles pratiques. L'imaginaire est ce qui rend possible le lien entre la culture et la subjectivité. L'imaginaire a un pouvoir de distanciation, mais aussi un pouvoir de rapprochement. Ainsi, l'imagination ne conduit pas forcément à des excès ou à des débordements. On peut au moins lui reconnaître deux fonctions vertueuses. Ricoeur distingue la fonction idéologique, qui permet la construction des identités, et la fonction utopique, qui explore les possibles. Chaque culture, par l'imaginaire qu'elle véhicule, donne ainsi aux individus qui y vivent une façon de s'explorer et de se représenter soi-même. L'imaginaire est ce qui permet la relation entre les individus à partir du symbolisme. C'est ce que postule Durand dans son livre « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Le symbole a une fonction sociale et les images ont une valeur sémantique véritable. Donc, il faut avoir à l'esprit que l'imaginaire structure entièrement notre rapport au monde. Dans ce deuxième chapitre, nous allons nous demander si la médecine moderne,
la médecine contemporaine, la médecine qu'on dit naturaliste, a des limites. Et s'il en a, il faudrait essayer de les circonscrire. Dans le chapitre 1, nous avions vu que la médecine moderne n'était pas toujours capable ou avait oublié de s'intéresser aux représentations du patient, du malade. Alors là-dessus, on peut déjà constater une première limite. Alors bien entendu, elle a des connaissances, la médecine moderne, elle a des connaissances poussées et très spécialisées, mais elles ne sont pas accessibles au commun des mortels. Il faut souvent faire de nombreuses années d'études, ou alors de longues formations, pour accéder à ces connaissances. Là-dessus, les médecines alternatives ont un avantage, puisqu'en fin de compte, elles produisent des savoirs très simples, qui sont accessibles à n'importe quelle personne. Bien entendu, ces savoirs ne peuvent pas être appuyés par la science moderne, puisqu'elles sont mises en défaut, mais par contre, elles sont plus séduisantes pour la plupart des patients. Serait-il possible de créer une représentation de la médecine moderne avec les mêmes avantages que les médecines alternatives? C'est-à-dire une compréhension assez aisée, une compréhension d'ensemble, et une acceptation qui ne repose pas sur la croyance, mais qui repose sur des savoirs. Il y a un énorme problème. Et oui, on sait qu'il y a une difficulté incommensurable à ce que la société intègre au fur et à mesure tous les savoirs médicaux. Chaque jour, il y en a des tonnes et des tonnes qui sont élaborés et qui sont publiés. D'ailleurs, même les professionnels ne peuvent pas avoir une connaissance pointue dans chaque domaine. Personne ne peut acquérir ou se mettre au courant de tout ce qui se passe, et d'ailleurs ce serait inutile. Mais cette difficulté ne doit pas nous empêcher d'imaginer un ensemble de connaissances, de savoirs qui rendent compte de toutes les connaissances médicales. C'est l'un des rôles de la philosophie. La philosophie, elle permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de favoriser certaines recherches, de nouvelles recherches, mais elle doit aussi permettre de créer un socle de connaissances sur lequel n'importe qui pourrait s'appuyer et ainsi accéder à une certaine représentation de la réalité que nous offrent les connaissances médicales. Jérôme Gaufrette nous rappelle qu'il y a un décalage entre société et science. Si on prend quelques enquêtes, on s'aperçoit que la représentation de l'intériorité du corps, c'est-à-dire l'image que les personnes ont de leur corps, ne correspond pas du tout à l'image et au savoir scientifique actuel. Ces représentations de l'intériorité semblent même s'opposer dans certains cas. On imagine très bien l'écart de représentation qu'il peut exister entre un spécialiste et son patient. Ce décalage pose problème. Dans la société, nous trouvons aussi toutes sortes de représentations détournées concernant la médecine. Par exemple, la représentation actuelle de la médecine, telle qu'elle est véhiculée par les médias, semble suggérer que la médecine arrivera à tout maîtriser de l'humain, et ainsi qu'elle arrivera à transformer le risque minimum en un risque zéro. Or, l'activité médicale reste une activité de prise de risque. La notion de facteur de risque n'enlève rien à l'indétermination des prédictions. L'intervention médicale se construit à partir des relations entre soignants et soignés. Bien entendu, on ne peut pas dire que telle ou telle intervention ne sera jamais possible ou que la médecine n'arrivera pas à faire telle ou telle chose. On ne sait pas encore. Comme le rappelle David Deutsch, tout ce que les lois physiques n'interdisent pas est potentiellement possible. Donc, il y a souvent un décalage entre les connaissances médicales et la représentation des gens qui ne sont pas spécialistes. Mais il existe encore un second décalage entre la société et le monde de la médecine moderne. C'est ce qu'on peut appeler la déshumanisation médicale. En effet, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils examinent l'état du patient, l'organe qui est malade. Et comme disait Zweig, ils examinent ce point sans même jeter un regard
sur la physionomie de l'être humain aux prises avec la souffrance. La médecine naturaliste intervient en donnant des soins, mais elle ne prend pas forcément soin des patients. Elle veut juste résoudre le problème médical. Pour la biomédecine, la maladie est dans le corps, alors que pour le patient, elle est d'abord dans la transformation de son monde. Et oui, la maladie transforme le monde dans lequel vit le patient, menant même parfois à son effondrement. Et l'approche naturaliste ne prend pas en compte ce paramètre. Et il y a des cas limites également qui nous montrent certaines failles de la médecine moderne. Axel Guillou, par exemple, parle de la mort. Et il nous montre que le rapport des hommes à la mort ne peut pas se réduire à une approche naturaliste. En effet, bien qu'il y ait des signes physiologiques de la mort, comme l'arrêt de la respiration, le refroidissement du corps, les résultats de l'électroencéphalogramme, mais on trouve des situations critiques, limites, comme le coma réversible, qui ne sont pas sans poser problème à cette approche naturaliste de la mort. La mort, est-ce l'absence de toute conscience ou est-ce l'arrêt des fonctions vitales? Face à ces situations, on a encore besoin du symbolisme, du récit, de quelque chose de narratif. Les humains doivent produire des ritualités, des réseaux de croyances pour se représenter la personne décédée et les conséquences qui en découlent. Or, de plus en plus, l'hôpital est devenu le lieu de la mort. Et le problème, c'est qu'à l'hôpital, il n'existe pas de passage par des rituels. Donc, on pourrait imaginer un savoir ritualisé au sein de la médecine moderne. Le dernier point concernant la césure entre la société et la connaissance médicale, ça concerne la psychologie. Contrairement à la médecine organique, la médecine psychique ne donne pas lieu à un consensus concernant son statut scientifique. L'approche prétendument scientifique des maladies mentales a donné lieu à des dérives. Foucault avait indiqué que certaines maladies dites mentales n'étaient en fait que la conséquence du contrôle social, qui cherchait à caractériser les comportements socialement indésirables. Il suffit de se souvenir de l'épisode de la drapétomanie, qui est un cas typique du contrôle social. On retrouve également ce type d'approche, prétendument scientifique, dans le DSM-4, Diagnostic and Statistical Manual, révision 4. Et c'est un outil de classification pour définir les troubles mentaux. Mais la validité scientifique de ce protocole est largement remise en cause par des professionnels de la santé et des scientifiques. Il existe en effet de bonnes raisons de penser que cet outil de classification n'est pas un outil clinique fiable. Il y a un auteur, Nicolas Franck, a montré, lors de son intervention, la difficulté à trouver une frontière nette entre les maladies mentales et le mal-être. Il n'existe pas de critères de validation externe pour les diagnostics psychiatriques. Il n'existe ni des tests sanguins, ni des lésions anatomiques spécifiques correspondant à chaque trouble psychique. Pour certains, le caractère scientifique de la psychiatrie repose sur la distinction entre sciences humaines et sciences de la nature. Donc dans ce cas, les maladies somatiques sont causales et mécanistes, tandis que les maladies mentales doivent donner lieu à des explications et des interventions qui s'appuient sur une approche historique et motivationnelle. Les travaux d'Eugène Minkowski sont intéressants sur ce point. Il entreprend une analyse en partant des études cliniques concernant les états dépressifs. Il oppose être malade à être différemment. Je cite, « Nous arrivons ainsi à un point crucial. Ce n'est plus être malade qui sert en premier lieu de porte d'entrée à nos investigations, mais être différemment. » Il montre que dans les maladies psychiques, le patient perd non pas la possibilité d'un contact sensoriel avec le monde extérieur, mais qu'il perd tout ce qui fait le caractère vivant de sa relation aux autres. Il faut donc mettre l'accent sur la dimension sociale des maladies psychiques, dans la mesure où elles produisent une rupture du lien social. C'est pourquoi il faut tenir compte des structures sociales dans lesquelles vit l'individu. Minkowski souligne l'aspect narratif des fonctions mentales et leur rapport essentiel avec le langage.
Les maladies des personnes ne sont pas des maladies de la nature. Faut-il en rester alors à ce dualisme méthodologique? Autrement dit, la médecine organique et celle psychique reposent-elles sur deux modèles d'approche différentes? Le problème dans ce cas, c'est que dans la pratique psychiatrique, ce dualisme n'est pas respecté. Certains spécialistes croient à l'explication motivationnelle et utilisent en parallèle des médicaments qui agissent sur l'organisme. Nous allons voir que l'exemple de la mélancolie dans sa définition et son traitement peut conduire à justifier une approche plurielle. Nous voilà au troisième chapitre qui s'intitule L'imaginaire en action. Et oui, on va voir comment l'imaginaire, dans des cas précis, peut avoir une grande utilité pour la médecine moderne. On reprend donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu l'explication des phénomènes psychiques. On hésitait entre deux types d'explications, les explications par les causes et les explications par les intentions. Alors, on va voir que la définition ou l'appréhension de la notion de mélancolie peut mettre en lumière cette alternative. Le médecin, souvent, il veut réduire l'état mélancolique à des états biologiques. On retrouve cette approche médicale de la mélancolie dans le corpus d'Hippocrate. On peut lire dans son ouvrage qui s'intitule De l'art médical, je cite, « Quand la crainte et la tristesse persistent longtemps, c'est un état mélancolique. » Chapitre 4, section 5, aphorisme 23. La mélancolie est ici considérée comme un délire sans fièvre. Le philosophe, lui, au contraire, veut faire de la mélancolie une pathologie mentale ou un choix de vie. Dans ce cas, on met l'accent sur l'aspect culturel ou sociologique de la mélancolie. La mélancolie, comment doit-elle être envisagée alors? Selon le modèle de la philosophie ou selon le modèle de la médecine? La mélancolie est-elle une pathologie qui a sa source dans l'organisme ou provient-elle uniquement du psychisme? Maël Lemoine avait intitulé justement son intervention « La mélancolie est-elle l'affaire du médecin ou du philosophe ?» Nous allons voir ce qu'il en pense. Selon lui, il est possible d'articuler ces deux modèles en tenant compte des différents facteurs de la mélancolie. Donc il faudra prendre en compte les facteurs biologiques, les facteurs sociologiques et les facteurs psychologiques. Il propose de s'intéresser aux travaux de Minkowski, qui s'est refusé d'ériger une barrière entre la prétendue objectivité de la science et les besoins spirituels de notre âme. Il pense au contraire que ces deux aspects constituent une nouvelle alliance entre l'homme et la réalité. Il faut réussir à lier la médecine organique et la médecine psychique. Mais cette alliance conduit aussi à se demander si différents traitements d'une même maladie peuvent être équivalents. Alors on avait déjà parlé de EBM, Evidence Based Medicine. L'EBM est un outil censé permettre d'évaluer l'efficacité des traitements. Faut-il s'en servir pour discréditer certains traitements? Le symbolique en action. Le biologiste Michel Morange, dans son livre Les secrets du vivant de 2005, développe une vision du vivant plus large que celle que propose la vision mécaniste. Le paradigme qu'il propose suppose une coopération des biologistes, des physiciens, des mathématiciens et des philosophes. L'objectif est de trouver une articulation entre ces différents modèles explicatifs. Si on transpose ce raisonnement dans le domaine médical, on pourrait dire que la compréhension ou le traitement d'une maladie ne peut se réduire exclusivement à une approche naturaliste. Il faut savoir articuler les différentes connaissances et les différents traitements. L'intervention de Denis Vital-Durand semble s'inscrire dans ce courant également. Il part du constat que l'effet placebo a un effet bénéfique, non seulement au niveau mental, mais aussi au niveau clinique. Bien entendu, le placebo est un produit sans produit actif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet réel et biologique du produit sur l'organisme.
Mais le phénomène de guérison auquel il conduit nous pousse à nous interroger sur l'évolution de la maladie. De deux choses l'une. Ou bien on pense que la maladie aurait disparu d'elle-même, avec ou sans placebo. Ou bien on pense que le placebo a eu un effet psychique qui a conduit à la guérison. Dans ce dernier cas, le placebo peut avoir des effets semblables aux vrais médicaments. L'effet positif du placebo semble être en relation directe avec la qualité relationnelle qui s'effectue entre un patient et son médecin, surtout dans la médecine alternative. Malgré tout, on pourrait encore critiquer l'effet placebo en disant qu'il ne conduit pas à un effet optimal. Par exemple, une comparaison entre les résultats avec placebo et les résultats avec un agent actif peuvent conduire à cette critique. Mais on pourrait dire que cette comparaison repose sur un protocole d'information erroné. En effet, l'effet placebo avec information devrait être comparé aux médicaments sans information. L'attente est un des paramètres où l'effet placebo peut jouer un rôle important. Donc voilà la position de Denis Vital-Durand. L'intervention de Mann S. Lui, il a caractérisé l'imaginaire du soignant et celui du patient à partir des relations de soins. L'imaginaire des soignants est le rêve d'une efficacité sans faille et celui des patients est un rêve de santé complète. Mais il peut exister une perte de repère. Et c'est la raison pour laquelle certains choisissent l'automédication. Ce refus de soins s'incarne dans la recherche d'un traitement alternatif. L'imaginaire du soigné influence sa confiance dans les soins. C'est pour ça que le pacte de soins doit être fondé sur la confiance, sur une relation symbolique par laquelle la réalité des situations de soins s'organise. Enfin, il y a eu l'intervention de Jean-Jacques Wunenberger, et qui a prolongé cette réflexion en évaluant le statut des médecines alternatives à l'épreuve de l'EBM. Il commence par une remarque. Les médecines alternatives, comme l'homéopathie ou l'acupuncture, proviennent d'une déception vis-à-vis de la science occidentale moderne. La médecine scientifique considère le patient comme un objet d'étude, tandis que les médecines alternatives prennent le patient comme un sujet. C'est également le constat que faisait Stefan Zweig. Lorsqu'il écrivait en 1931 « Il y a une récusation du médecin par le peuple. Le peuple récuse, je cite, le médecin sorti des universités, et cela correspond à un instinct collectif héréditaire qui exige un médecin naturiste, en relation avec l'universel, sympathisant avec les plantes et les bêtes, au courant des mystères de la nature, devenu guérisseur par prédestination et non à la suite d'examens. Ainsi, cette quête d'un traitement des maladies par les médecines alternatives repose sur une conception ancienne selon laquelle la nature est le meilleur remède. Alors, faut-il en demeurer à une opposition entre ces deux approches, ou peut-on les concilier? Une opposition radicale ne serait profitable pour personne, ni pour le médecin, ni pour le patient. Une démarche fructueuse serait de remarquer que les médecins ou que les médecines alternatives, comme la médecine indienne ou chinoise, complètent en quelque sorte la médecine scientifique. Bien entendu, les médecines alternatives reposent sur une conception pré-scientifique, où s'entremêlent étroitement les outils et les éléments, les croyances. Mais l'efficience des traitements ne doit pas se réduire à une dimension mécaniste. Il y a des savoirs, des vérités dans ces médecines alternatives. D'autre part, une médecine non mécaniste ne veut pas dire que les interventions auxquelles elle donne lieu sont sans support. Les médecines alternatives peuvent faire appel à la parole ou à d'autres paramètres culturels et symboliques. L'élément qui doit être pris en considération dans ces approches, c'est le partage de sens. Le souci d'objectivité, donc, en médecine, ne doit pas nous faire oublier qu'une personne humaine n'est pas seulement une machine biologique, mais avant tout, c'est un être doté de sensibilité, de désir, et avide de sens et de récit. Ainsi, malgré les succès de l'EBM, il faut garder à l'esprit que la souffrance n'a de sens que dans la prise en compte du qualitatif, qui seul nous donne accès à ce qu'il y a d'unique dans un être humain. Ce principe devrait être celui de tout thérapeute. En guise de conclusion, on va faire quelques rappels. Ce colloque a eu l'avantage de nous interroger sur l'imaginaire médical sous plusieurs aspects.
il nous a permis de prendre conscience que la médecine occidentale n'épuise pas l'intervention médicale. Il semble souhaitable d'exiger de la médecine moderne de prendre en compte l'aspect cognitif de la guérison. Cela suppose que la médecine se défasse des modèles binaires pour introduire à côté du corps et du psychique l'aspect intellectuel et culturel. Il s'agit en somme de déterminer les interactions que ces différents pôles de la vie humaine peuvent avoir entre eux. Cette démarche de conciliation peut nous conduire à des recherches fructueuses. Si l'anthropologie médicale veut privilégier les récits des patients, alors elle doit s'inspirer des méthodes théoriques permettant d'analyser ce qui relève de la narrativité. La reconstitution historique d'une maladie est essentielle. De la même façon, on peut penser qu'il est préférable de faire dialoguer les différentes approches de l'intervention médicale plutôt que de chercher à les réduire à une approche unique. Ces approches nous ouvrent la voie vers de nouvelles réflexions sur le rôle et aussi la puissance d'action de la dimension symbolique dans l'intervention médicale. C'est en ce sens que l'on peut espérer concilier le développement scientifique de la médecine et l'amélioration des pratiques médicales. Mais est-il possible de rendre la médecine naturaliste un peu plus naturiste au sens de Stefan Zweig ?